votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est dans un instant. Marche pour la libération des détenus politiques. Ils sont 22 citoyens au total à figurer sur la liste du COLIDEP, le collectif qui se bat contre leur détention qu'elle juge arbitraire. Après rejet de la motion de censure contre le gouvernement, quel avenir pour l'intercoalition Yewwi Wallu? Selon le spécialiste en questions politiques Bakary Domingo Mané, cette alliance des deux principales coalitions de l'opposition demeure une alliance de circonstances malgré leur pari gagnant aux dernières élections législatives. Polémique autour des indemnités accordées aux députés. De l'avis de Cheikh Abdou Mbacké, représentant de la coalition Wallu, ces dotations sont inopportunes dans un contexte de rationalisation des dépenses publiques. Mais pour Seydou Diouf, député de la mouvance présidentielle et président de la commission finances à l'Assemblée, ces allocations sont une tradition parlementaire pour assister financièrement les élus le temps de l'exercice budgétaire. Et puis Youssou N'Dour rend hommage aux enseignants. Le morceau Sargal enseignant fait honneur à cette catégorie professionnelle profondément impliquée selon lui dans l'éducation et la transmission des valeurs. La séance d'écoute à la une de la rubrique culture de cette édition. Voilà pour les titres. Le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Un journal que nous ouvrons avec cette énième marche pour la libération des détenus politiques. Le COLIDEP a de nouveau arpenté les allées du centenaire pour réclamer la libération sans condition de 22 citoyens en détention. Une détention justement jugée arbitraire par les marcheurs, parmi lesquels les députés Abbas Fall, Abba Mbaye, l'activiste Kilifeu. Tous élèvent la voix pour, disent-ils, lutter contre l'instrumentalisation de la justice. Je vous propose d'écouter leur réaction au micro d'Aminata Mbaresso et Modou Diop. Menons un combat sans relâche. On ne se fatigue jamais quand il s'agit de mener des combats de principe. Quand il s'agit de sortir pour dire non, on n'est jamais fatigué. Quand il s'agit de sortir pour demander la libération des détenus politiques ou des otages politiques, on répond toujours présent. Cette marche-là, c'est pour la libération de tous ceux qui ont été injustement emprisonnés par un régime qui ne veut pas entendre une voix divergente. Qu'il s'agisse de journalistes, qu'il s'agisse de politiciens, qu'il s'agisse d'autres citoyens qui ont exprimé leur opinion. L'intimidation ne passera pas. On a l'habitude de dire qu'ils veulent donner à l'opposition l'image d'une opposition violente qui est contre la République. Or, c'est archi faux. Ceux qui sont contre la République, c'est ceux qui ne respectent pas l'engagement des autres. Tous ces gens-là sont juste des gens engagés. Ils ont juste un seul temps, c'est de partenaire en parti. Et je pense que c'est quelque chose qui ne peut pas continuer. Et je pense que c'est une preuve vaine de penser qu'on peut intimider les gens, que la prison fait peur aux gens. La prison ne nous fait pas peur. Rien ne nous fait pas peur. La seule chose qui nous fait peur, c'est d'être lâche un jour. Ce pays est bizarre. Il y a des gens qui font pire que ce que ces gens-là ont fait et ils sont libres. C'est ça l'injustice et c'est pas grave, c'est très grave. Et ce pays-là va vers la catastrophe tant qu'on continuera à violer les droits des gens qui n'ont rien fait. Alors que d'autres qui méritaient d'aller en prison sont libres. Regardez ce qui s'est passé avec le fonds Force Covid. Actualité politique avec cette question. Doit-on s'attendre à une fin de compagnonnage entre Yewwi et Wallu? Une interrogation légitime au lendemain du rejet de la motion de censure introduite par le groupe Yewwi Askan Wi. De l'avis du politologue Bakary Domingo Mané, ces deux coalitions de l'opposition sont liées par une alliance de circonstances. Du côté de Wallu Sénégal, les députés n'y voient rien d'autre qu'un simple malentendu. Les détails, c'est avec Al-Hassan Ba. La situation qui s'est offerte hier à l'Assemblée nationale entre les deux groupes de l'opposition traduit tout simplement le caractère hybride de l'intercoalition Yewwi Wallu. C'est la conviction du politologue Bakary Domingo Mané qui part d'alliance de circonstances. Où justement le projet était de faire en sorte que l'opposition hétéroclite, n'est-ce pas, soit au moins vraiment majoritaire à l'Assemblée nationale. C'est ça le projet. Mais maintenant, il ne fallait pas s'attendre, si vous voulez, aux mêmes visées, aux mêmes projets de société.
Cependant, ces deux membres de la coalition Wallu, l'un élu sous la bannière de Yewwi à Dakar, trouvent léger l'argument selon lequel la mésentente sur le projet de motion de censure soit à l'origine de la fin de l'accord entre ces deux coalitions. Mais à chaque fois qu'il y a discussion, mais on va trouver consensus. C'est-à-dire, c'est ça le soubassement de l'accord législatif. Nous, on avait d'autres idées. Par exemple, on pouvait parler des rapports d'audit. Mais tout ça n'a pas fait l'objet de discussion. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de s'abstenir. Peut-être que dans l'avenir, on ne va pas répéter les mêmes erreurs et que pour certaines questions, il y aura des discussions, il y aura une coordination et je l'espère profondément. Ce n'est pas parce qu'il y a mésentente sur la question de la motion de censure que c'est fini pour l'intercoalition Yewwi Wallu. Non, chaque entité a ses propres projets. Par exemple, pour la présidentielle, dans Yewwi, chacun est libre de présenter sa candidature. Et pour Wallu aussi, nous allons choisir. Au finish, s'il y a quelqu'un qui est devant, nous allons soutenir. C'est notre conviction. Mais si cette motion de censure crée la rupture entre les deux coalitions, c'est parce qu'il n'y a jamais eu d'entente. Chaque coalition va ainsi dérouler son propre agenda. Parler d'implosion, c'est ignorer la réalité. Chacun a son propre projet et à ce niveau-là, je pense qu'on ne peut pas parler d'implosion. Pour moi, c'est terminé depuis le lendemain des élections législatives passées. Yewwi et Wallu ont tous les deux intérêt à corriger les erreurs. Le parlementaire Aboubakar Thiam l'espère pour le bien de l'intercoalition à l'Assemblée nationale. Et nous restons à l'Assemblée nationale justement pour évoquer cette indemnité de 500 000 francs accordée aux députés à la fin du marathon budgétaire et qui attise en ce moment les débats au sein de l'hémicycle. Selon Cheikh Abdou Mbacké Baradoli, eh bien, cette somme qui peut varier entre 500 et 1 million ne correspond nullement à une indemnité. Il s'agit plutôt d'une somme offerte gracieusement aux députés. Le responsable Wallu estime que l'institution pouvait en faire l'économie afin que ces 330 millions au total soient investis au profit d'autres priorités. Je vous propose de l'écouter toujours au micro d'Al-Hassan Ba. J'ai toujours dénoncé l'argent qu'on distribue aux députés à l'Assemblée nationale. Ce n'est pas normal. Seydou Diouf a raison, tous les députés ont reçu entre 500 000 et 1 million. Durant la 13e législature, ça se faisait et seul Ousmane Sonko refusait de prendre. Mais ce n'est nullement des indemnités, c'est des sommes offertes aux parlementaires. Il y a aussi une autre affaire que je dénonce, l'indemnité de 200 000 francs pour le logement que l'on remet aux députés. Au nom de quoi? C'est 330 millions pour les 165 députés. Cette somme peut régler les problèmes des Sénégalais. Durant les plénières, les repas des députés, c'est 96 millions de francs CFA. C'est loin de la promesse de rupture annoncée. Depuis 2017, je dispose d'un véhicule de l'Assemblée nationale, mais je n'ai jamais conduit cette voiture. Et le président de la commission finances à l'Assemblée nationale réagit à cette polémique. Seydou Diouf confirme bel et bien l'existence de cette indemnité. Toutefois, il affirme qu'il s'agit d'une tradition parlementaire pour faciliter aux députés leurs frais de déplacement et ou de logement. Il annonce dans la foulée l'octroi d'une indemnité mensuelle de 700 000 francs en lieu et place de l'octroi des véhicules de fonction aux représentants du peuple dans un souci justement de rationaliser les dépenses publiques. Je vous propose de l'écouter toujours au micro d'Al-Hassan Ba. Je le confirme parce que c'est une tradition que pendant le vote du budget, déjà que les députés soient appuyés pour leur déplacement. Pour certains, c'est des logements qui sont pris pendant la session budgétaire, qui sont loués ici dans la zone proche de l'Assemblée nationale. La particularité de cette année, c'est que nous sommes une nouvelle législature et les députés qui sont arrivés, qui sont très nombreux, n'ont pas les moyens de déplacement. Certains venaient tous les jours à l'Assemblée nationale en taxi. D'autres n'ont pas de véhicule. Il est prévu dans la loi de finances 2023 que sur le budget de l'Assemblée nationale, l'acquisition de véhicules ne sera plus de mise, mais c'est plutôt des indemnités de 700 000 francs qui devraient être remises aux députés pour être dans le concert de l'effort de rationalisation décliné par le président Macky Sall et qui touche à la fois le gouvernement, les directions générales, l'administration centrale, toutes les institutions de la République. Mais en attendant que cette indemnité soit en place,
comme c'est une indemnité qui n'est pas encore prévue dans le budget de 2022, il fallait trouver les solutions pour aider au moins les députés à couvrir ces frais de déplacement à travers une indemnité spéciale pour les presque 3 mois qu'ils ont fait à l'Assemblée nationale. C'était 500 000 francs. Et puis, vous le savez, la Cour des comptes a rendu public son rapport sur la gestion du fonds force Covid-19 mis en place en 2020. Un rapport qui met en évidence de nombreuses irrégularités faisant réagir l'opinion publique. De nombreux Sénégalais interrogés par nos reporters réclament explications, mais aussi sanctions à l'encontre des principaux responsables mis en cause. Au total, 10 entreprises ont été épinglées par la Cour des comptes. La Cour qui invite le ministre de la Justice à se saisir de ces dossiers et à enquêter sur ces présumées fautes de gestion. Le point, c'est avec Habib Faye. Le rapport de la Cour des comptes ne laisse pas indifférents les Sénégalais. Il a épinglé la gestion du fonds de riposte Covid. Des fautes de gestion et des infractions pénales présumées ont été commises durant la période 2020-2021. Des actes jugés exagérés. C'est anormal de voir des gens retirer 100 millions de francs en moins de 24 heures alors qu'il y a des gens qui souffrent à l'hôpital. Quelle que soit la situation, c'est-à-dire la Cour a des organes au niveau interne avec des magistrats, ainsi de suite, des rapporteurs, ainsi de suite. C'est-à-dire même il est prévu des pourvois en cassation pour ceux-là qui sont souvent indiqués et touchés par les rapports de contrôle. C'est malvenu de savoir que, en tout cas, de petits groupes de personnes, des opportunistes en ont profité quand même pour bouffer le contribuable sénégalais. La Cour des comptes a relevé aussi des conflits d'intérêts et entorses au code des marchés. Une ouverture d'une information judiciaire est réclamée contre ces pilleurs. Comme c'est l'argent du contribuable, il est tout à fait normal que quand une personne n'est pas en conformité avec la loi, mais bien sûr que des poursuites soient très rapidement diligentées, de sorte que, c'est-à-dire, soit si la personne commet des fautes financières, mais que la loi lui soit appliquée. La société civile, quant à elle, crie au scandale et invite l'autorité compétente à sanctionner. Des soupçons ont été portés sur un enrichissement détourné de la part des uns et des autres, avec la complice effectivement d'autorités qui sont là. Donc il faut que les textes soient revus, mais il faut qu'il y ait des sanctions parce que c'est le contribuable sénégalais. Dans ce rapport, on relève aussi le paiement en espèces de certains fournisseurs alors que les textes imposent un règlement des dépenses de l'État par chèque ou virement. Cependant, la Cour des comptes demande au garde des Sceaux l'ouverture d'informations judiciaires contre 10 responsables impliqués. Après le drame qui s'est produit à Mbour la semaine dernière, l'association des délégués des marchés du Sénégal en visite au marché central de Mbour pour présenter leurs condoléances. Les membres de l'association en ont profité pour exiger à l'État l'érection de postes de police au niveau de chaque marché pour améliorer la sécurité des personnes, mais aussi celle de leurs biens. Reportage avec Ndeye Matidjan et Mamadou Gueye. Les violences dans les marchés, une préoccupation de l'association des commerçants et délégués de marché. Le président exhorte ainsi ses camarades à s'engager dans des actions pour bannir de tels actes dans leur lieu de travail. On était venu aujourd'hui ici pour présenter nos condoléances après ce qui s'est passé avant-hier. Aujourd'hui, personne ne se sent tranquille, surtout au sein des marchés, parce que ce qui s'est passé, c'était comme dans un film de rodéo. Aujourd'hui, si on revient pour revoir ces mêmes scènes, c'est vraiment déplorable. Pour l'association, l'érection d'un poste de police dans chaque marché, c'est une urgence. On interpelle le chef de l'État à travers ce démembrement, c'est-à-dire le ministère de l'Intérieur qui est chargé de la sécurité, de faire quelque chose. Parce qu'au vieux souvenir, on ne veut pas qu'il y ait ce qu'il y a eu il y a quelques années, qui nous a mis en discorde, en difficulté avec nos voisins. Parce que nos frontières sont très poreuses. Les gens rentrent et sortent comme ils veulent. Les commerçants s'acquittent de leurs devoirs envers l'État. Maintenant, c'est à l'État d'accomplir ses obligations. Nous, ce qu'on nous demande, comme citoyens et comme commerçants, c'est de vendre et de payer nos taxes. La modernisation des marchés, l'insalubrité et tout ça incombe aux maires. Nous interpellons aussi le préfet
parce que nous savons que le domaine sécuritaire incombe au préfet. Ce que nous voulons dans un premier temps, c'est l'édification d'un poste de police. Ces commerçants se disent par ailleurs intrigués par le silence du président Macky Sall et de son ministre de l'Intérieur qui jusqu'ici ne se sont pas exprimés sur l'agression au marché central d'Ombourg ni présenté leurs condoléances aux familles des victimes. Si vous êtes habitué de la FIDAK, eh bien sachez que la Foire internationale de Dakar a ouvert ses portes ce jeudi. Thème retenu cette année, le secteur privé national face aux défis de la souveraineté économique. Le pays invité d'honneur cette année est l'Algérie et 25 pays exposent avec 11 délégations officielles. Fatou Bintou Conté, Yaya Diallo ont visité la foire pour nos reportages. La 30e édition de la Foire internationale de Dakar a officiellement ouvert ses portes ce jeudi avec comme invité d'honneur l'Algérie, un choix judicieux selon le directeur du CICES. Les dernières années, nous avons organisé la FIDAK. La meilleure participation, c'est l'Algérie. Et aujourd'hui, les relations entre l'Algérie et le Sénégal sont très cordiales, sont très bonnes. L'Algérie et le Sénégal, aujourd'hui, c'est une nouvelle dynamique de renforcement des relations économiques et commerciales qui est aujourd'hui marquée par l'ouverture de l'axe maritime Dakar-Alger, mais très prochainement par une banque algérienne ici à Dakar. Il y a plus de 60 entreprises qui ont fait le déplacement pour venir participer à l'événement. Pour cette présente édition, le thème retenu est le secteur privé national face aux défis de souveraineté économique. À cet effet, un forum sera organisé en marge des expositions. Pourquoi ce thème? Parce que tout simplement, j'ai parlé que nous sommes une institution d'appui au commerce. Et le Sénégal, après avoir vécu la pandémie Covid-19, après avoir subi les effets de la crise ukrainienne, il y a une nouvelle orientation donnée par les autorités. Cette orientation, c'est de diminuer la vulnérabilité du Sénégal face aux chocs exogènes, mais surtout de promouvoir la souveraineté économique. Comprendre que le forum que nous allons organiser en marge des expositions va être un cadre de discussion sur les options stratégiques de l'État du Sénégal en matière de souveraineté et de résilience économique. La FIDAK de cette année a enregistré 11 participations officielles, 25 pays aussi exposent à la foire. Jusqu'à hier, la date du lancement officiel, on était à 311 exposants directs et plus de 1500 exposants indirects. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est le retour de l'Europe, des pays comme la France. C'est le retour de certains pays du Maghreb, tels que l'Égypte. Le Ghana également a fait son retour. L'Inde aussi a fait son retour. Dire qu'il y a 25 pays qui sont en train d'exposer. Et c'est intéressant. Voilà, donc il y a 11 délégations, 11 participations officielles. Il faut dire que chaque jour, plus de 20 000 visiteurs sont attendus. Allez, parlons santé avec la progression des maladies chroniques qui inquiètent dans la région de Thiès. Le diabète, l'hypertension artérielle ou encore les AVC sont en hausse et les malades très peu à connaître les facteurs de risque ou la gravité de ces affections, souvent sournoises. Pour leur en faire prendre conscience, eh bien, des femmes de la région en partenariat avec la cellule d'assistance et de secours belge ont sillonné les quartiers de Pout dans le cadre d'une vaste campagne de sensibilisation. Charanta Diop Saïlatir. Ces femmes de Pout, pour la plupart des Badianogor, relais communautaires, agents de santé communautaires, sont en train de dessiner des stratégies pour sensibiliser les populations afin de lutter contre les maladies chroniques et pour y arriver, l'utilisation des bonnes pratiques
est au cœur de leurs préoccupations. Prévention là, boo xamante ne li ñuy bëgg mooy informer nit ñi ci yenn pathologie. Nous faisons de la prévention. Nous allons échanger avec la population de Pout sur l'état de la prise en charge de certaines pathologies. Les chiffres font peur. Jàngal leen li nga réflexe bi ñu war a am par exemple ñun ci loolu moo ñu yëkkati pathologie yi nga xamante ne seetlu nañu ne bëri na ci askan bi. Ici à Pout, comme le diabète, on constate parallèlement une forte hausse des maladies chroniques, parmi lesquelles les maladies cardiaques aggravées par l'hypertension artérielle. Surtout chez les femmes vendeuses de fruits qui sont toujours assises au bord de la route avec leurs fruits. Elles ne consomment que du sucre qui était consommé à longueur de journée sans pour autant faire du sport. Vraiment qu'on va leur sensibiliser aussi. De même que les gens qui sont dans les maisons pour certaines pathologies telles que l'AVC, tension artérielle, cancer du col de l'utérus. Ces femmes de Pout vont sillonner tous les quartiers de Pout pour sensibiliser les populations sur les dangers de ces maladies. Les mettons cap sur le sud du Sénégal pour parler de la relance du tourisme avec Kafountine qui veut redynamiser ce secteur principal de l'activité économique. La journée de lancement des activités touristiques a été mise à profit par le maire de Kafountine pour plaider la réouverture de l'aérodrome de Abéné ainsi que l'implantation d'une brigade de gendarmerie pour sécuriser l'activité touristique. Des doléances formulées par le maire mais largement soutenu par les acteurs du tourisme déterminés à reprendre en main un secteur en agonie. Le point avec les deux Lamine Ba et Lamine Mandjan. L'essentiel des politiques de relance du tourisme post-Covid-19 sont orientés vers Cap Skirring. Kafountine, second site d'attraction touristique de la région, veut jouir des mêmes privilèges pour relancer le secteur. La mairie en a décliné l'objectif au cours d'une journée de relance des activités touristiques qu'elle a elle-même initiée. Rétablir l'équilibre dans la région de Ziguinchor, tant connue, parce que si on parle de tourisme dans la région de Ziguinchor, c'est Cap Skirring et Kafountine qui sont cités. Mais aujourd'hui, le tourisme à Kafountine est au ralenti et que toutes les conditions sont réunies maintenant pour que l'activité reprenne sa place. La sécurité et l'accès à la zone sont des préalables à la réussite de la politique de relance du tourisme dans la zone. C'est ce qui pousse le maire à demander la réouverture de l'aérodrome d'Abéné et l'implantation d'une brigade de gendarmerie à Kafountine. L'hôtel de Kalissaï a fermé parce que c'est lié à l'aérodrome d'Abéné. Nous lançons un appel au ministre du Tourisme pour qu'il s'attelle sur cette question afin que l'aérodrome soit ouvert. L'appel que nous lançons ou la recommandation que nous formulons, c'est de mettre en place une brigade de gendarmerie à Kafountine. Un plaidoyer soutenu par les acteurs du secteur du tourisme. L'aérodrome d'Abéné, que c'est un outil de travail pour nous, ça nous a handicapés. Cet aérodrome d'Abéné, c'est non seulement pas dans une situation touristique, mais sanitaire aussi, parce qu'on a eu des évacuations sanitaires qui se sont passées dans la zone et du gouvernement pour qu'ils fassent la nécessité possible pour l'ouverture de cet aérodrome. Le tourisme, principal secteur pourvoyeur d'emplois dans le Kafountine, est dans l'impasse du fait principalement des antécédents liés au conflit que le sud du pays a connu. Les autorités locales tentent depuis quelques années de le relancer en agissant positivement sur le taux de fréquentation touristique. Et l'humoriste de la chaîne de télévision Futur Média que vous avez aperçu sur ces images, invité à cette journée de relance des activités touristiques, a plaidé pour une implication plus accrue des artistes dans la promotion du tourisme local. Samba Sine alias Koutia, puisque c'est de lui qu'il s'agit, en a profité pour appeler à lever les discours dissuasifs qui compromettent selon lui la destination Casamance. Je vous propose de l'écouter toujours au micro de Lamine Ba. Mais le tourisme local, bi nga xam ne mooy Sénégal bi jógee Fouta war a dem Saint-Louis. Ce que je veux faire passer comme message, c'est qu'il est temps que nous encouragions le tourisme local à travers un échange dans les fréquentations intérieures. La Casamance a été longtemps stigmatisée comme zone peu fréquentable sur le plan touristique. Ma présence ici atteste le contraire. La Casamance est devenue une zone très fréquentable. Mais nous artistes, nous avons un rôle important à jouer dans la promotion des destinations intérieures. C'est pourquoi j'invite tous mes collègues artistes à se pencher là-dessus. Il faut que nous nous investissions suffisamment pour aider le
tourisme intérieur ou au tourisme local à se redresser. Et j'invite toutes les collectivités territoriales qui ont un potentiel touristique à faire de même, mais en y impliquant les artistes pour une réussite de la mission. Nous, les artistes porteurs de voix, nous devons développer le tourisme local. Et puis je vous l'annoncer en titre, après la sortie il y a juste quelques semaines d'un clip dédié aux Lions pour la Coupe du Monde au Qatar, Youssou N'Dour revient sur la scène musicale avec cette fois-ci 3 autres productions. Parmi ces morceaux, un titre dédié à toute une corporation, un titre intitulé Merci enseignants. L'auteur fait honneur aux éducateurs et insiste sur leur importance dans la société. Des enseignants rencontrés par nos reporters apprécient à sa juste valeur cet hommage de la star planétaire à eux rendu. La séance d'écoute est signée Boudjouf. Dans son riche répertoire musical, l'artiste a déjà rendu un hommage aux pêcheurs à travers son morceau Molle. Dans d'autres productions, un clin d'œil aux paysans à travers Baykat. On peut citer aussi cette marque d'estime à l'égard des sapeurs-pompiers. Cette fois, l'actualité. Ce morceau de Youssou N'Dour, un vibrant hommage à des acteurs. Merci aux enseignants. Merci beaucoup, merci. Pour leur rendre hommage, je crois que c'est une bonne chose et c'est tout à l'honneur de tous les enseignants qui le remercient à leur tour parce que c'est quelqu'un qui mérite qu'il y ait un exemple pour notre pays, pour la jeunesse, pour tout le monde, pour tous ceux qui sont censés écouter. Et chaque fois qu'il chante, on est fiers de l'écouter. Mais lui, il a choisi ce moment-là pour leur rendre hommage. C'est une très belle chanson, mais également une chanson pleine également de sens. Il a quelque part dit que si le Sénégal veut demain compter parmi les pays émergents, il faudrait qu'on fasse davantage attention aux enseignants. L'enseignant est d'abord un parent d'élève. L'enseignant joue un rôle également important et il remplace le parent. Au moment où le parent va au travail, c'est lui qui reste avec les enfants. Au moment où le parent est occupé à faire son travail, dans d'autres secteurs de développement, c'est lui qui passe la journée avec les enfants. Chanter leurs valeurs et leur implication dans la société, ces enseignants qui sont aussi des parents d'élèves. Quand vous revenez un peu sur la texture même de la chanson, vous allez voir qu'il revient sur ce que le professeur Oumar Sankaré avait l'habitude de dire sur Youssou N'Dour. C'est quelqu'un qui est encore le premier de tous les enseignants du Sénégal. Youssou N'Dour en parole et en musique, des propos qui témoignent de la valeur et de l'abnégation des enseignants à servir leur nation à travers la transmission du savoir. Voilà une fin d'année qui promet avec Youssou N'Dour à travers son grand bal prévu le 1er janvier prochain et nul doute que les enseignants seront certainement nombreux à faire le déplacement pour communier avec la star. Les nouvelles éditions africaines du Sénégal fêtent le 50aire de sa création. Cette célébration est un prétexte pour faire un bilan critique mais aussi essayer de dégager des perspectives, surtout avec le développement de nouvelles techniques d'information. La commémoration de la création des nouvelles éditions africaines du Sénégal est aussi une occasion pour exposer les ouvrages édités par la maison d'édition et discuter de la situation du livre et de la lecture au Sénégal. Nous écoutons la directrice générale des nouvelles éditions, Aminata Sy, toujours au micro d'Ibou Diouf. Vous savez, 50 ans d'existence, c'est pas 5 mois ni 5 années, c'est un demi-siècle. Nous avons fait donc un demi-siècle d'édition depuis la création des NEA en 1972. Donc cette maison d'édition a été créée par le président poète Léopold Sédar Senghor en y associant la Côte d'Ivoire et le Togo.
Comme vous le savez, le président Poète Senghor, il défend la culture négro-africaine. Donc c'est pourquoi il a créé cette maison pour adapter les ouvrages scolaires dans les ouvrages sur les contextes africains ainsi que la littérature générale. Il a même donné l'exemple en produisant le livre que vous connaissez tous, L'Œil le Lièvre, les aventures de L'Œil le Lièvre. Et dans cet ouvrage, vous savez bien qu'il y a Ndiombor qu'il aime bien, Bouki, des images vraiment des animaux africains, des images africaines. Nous avons cheminé donc plusieurs années ensemble avec la sous-région, la Côte d'Ivoire et le Togo. Mais en 89, nous avons fait une scission. Et les NEA ont devenu les NEA Sénégal, ici au Sénégal, les NEA Togo et les nouvelles éditions ivoiriennes. Allez, un peu d'histoire avant de refermer ce journal réhabilité il y a plus d'un an. Le puits de Kalom Fall, toujours inaccessible aux visiteurs. Une situation qui inquiète le conservateur de ce patrimoine national. Alors, pour la petite histoire, ce puits, tenez-vous bien, qui date du XIVe siècle et localisé à Nand. Il est, selon la légende, doté de pouvoirs mystiques, un mystère qui a toujours attiré la curiosité des visiteurs et par ricochet fait la notoriété de cette petite bourgade de Nand située dans la région de Louga. Aujourd'hui, les Nandois réclament la réouverture de ce sanctuaire. Le reportage est signé Tchernofal. Du site de Kalom Fall, le puits mythique de Ndande Fall, depuis sa réhabilitation, inquiète beaucoup certains Ndandois et plus particulièrement le conservateur de ce sanctuaire. Ça fait presque 1 an et demi. On ne sait d'où est venue la décision, on l'a fermé comme ça. L'autre jour, il y avait des Yougoslaves qui sont venus. Les Français, ils arrivent souvent ici. Ils ne peuvent pas accéder. Ça aussi, c'est un peu compliqué quand même. Baïna Stiam pense que la décision de fermer le puits pendant plus d'1 an est incompréhensible et ça peut porter malheur à la localité. Le résultat, vous savez qu'il a plu cette année. L'eau est abondante, mais il n'y a absolument rien. Vous savez que le Sénégal actuellement, il n'y a que des problèmes. Il y a des choses qui arrivent, on ne comprend pas. D'autre part, le conservateur du Kalom et ses collaborateurs dénoncent les tentatives de récupération des années de travail qu'ils ont réalisées pour la sauvegarde de ce patrimoine. Mais cette commission a banni les vrais responsables qui sont ici à côté de moi. Celui qui entre dans le puits, c'est Ngonfal, tout le monde le connaît. L'autre, c'est le conservateur naturel. Mais comme vous les voyez, ils sont là. Ils ne peuvent même pas accéder dans le puits. Le puits de Kalom Fall a été réhabilité par l'État du Sénégal et aujourd'hui, il peut être un véritable instrument de développement et de promotion de la ville de Ndande, selon Cheikh Mbaye, promoteur touristique et fils de la localité. Nous, ce que nous voulons, c'est de développer le tourisme et la culture de notre localité. Et c'est ce que veut le président de la République. C'est là où il nous appelle. Et le Raoult, vraiment, c'est quelque chose unique et spectaculaire et que nous voulons pérenniser et nous voulons vendre à travers le monde. Le puits de Kalom Fall se trouve à Ndande Fall dans le département de Kébémer. Il a un diamètre de 11 mètres et une profondeur de 45 mètres et sa construction daterait entre le 16e et le 17e siècle. C'est la fin de cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. Merci de l'avoir suivi. L'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales. Et tout de suite après moi, retrouvez Barthélémy Ngom pour la suite du Soir d'Info. Il reçoit tout de suite Omar Sy, député de l'opposition, de la coalition Yewwi Askan Wi. Quant à moi, je vous retrouve demain avec grand plaisir, Inch'Allah. Excellente suite de programme avec la télévision Futur Média.